en tout cas, point de vue bruit parasite, ça va être vraiment mieux pour... Je pense que là, t'as fait 40-45 euros d'un coup. Top. Ok, j'espère Cool. que ça va continuer comme ça. À moins que ça se réajuste, mais normalement, ça devrait être bon. Je remets ton écran ? Ouais, tu peux. C'est good. N'hésitez pas à le dire dans le chat si vous êtes heureux d'avoir récupéré des oreilles. J'espère que ça va rester comme ça. Ouais, Attends, ça avant devrait, que tu ça reprennes, devrait. j'ai une question là-dessus. Vas-y. Est-ce que toutes ces vulnes-là sont des vulnes implémentées par les utilisateurs de ça, ou alors c'est GitHub qui avait des bugs logiques par défaut? Genre là, typiquement, le GitHub avait bien fait le taf, et c'est ceux qui ont repris le projet qui ont mal fait leur fichier YAML. Mais est-ce que dans les vulnes que tu présentes, là, dans tous les articles de Synactive, il y a des vulnes qui étaient by default par des bugs de logique de GitHub, tu vois? Non, par défaut, tu peux pas faire défaut, c'est n'importe bien quoi. Par défaut, Ok. si tu... Enfin... Ouais, par défaut, c'est bien fait, tu peux pas faire... Ok. Faut le Même au chercher début un de peu tes pour- recherches? Ouais. Après, Ok. les utilisateurs, souvent, ils utilisent des features, ils savent pas trop comment elles fonctionnent, et du coup, bah... Ils les utilisent en se disant, ok, c'est safe, et en fait, non. Alors, Le problème, c'est que, par exemple, là, il y a différents moyens d'avoir le login de l'utilisateur. Il y a GitHub Actor, l'enfer. il y a GitHub Events Under Login, enfin, vous voyez, et en gros, les GitHub.actor et les deux derniers, ceux-là, ils sont contrôlables, enfin, plus ou moins. Et le safe, c'est celui-là. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de façons d'arriver au même résultat, et sauf qu'en fonction de ce qu'on utilise, bah, c'est plus ou moins safe, quoi. Donc, ouais, c'est un peu un enfer. Faut un peu connaître les différentes features et ce qu'elles font. Donc voilà, Ok. c'était la dernière vulne que j'ai trouvée sur GitHub Action en lien avec Dependabot. Et bah, sinon... Ah ouais, dans la plupart de... Donc j'ai cherché cette vulne sur pas mal de repos, et souvent le workflow que je retrouvais, c'était un peu celui-là. Donc on a exactement la même chose, on a le trigger pour request target, on a notre if, qui est le if qu'on va essayer de contourner, et en dessous on a le merge. Et le problème c'est qu'il y a cette step en plus là qu'on n'avait pas avant, ligne 14, Dependabot fetch metadata. Ça, c'est une action qui est sur le marketplace que les gens peuvent utiliser. Et quand on regarde dans le code, donc c'est du TypeScript, et il y a un petit check qui vérifie que l'utilisateur qui a fait la PR, ça soit bien Dependabot. Du coup, ça protège les utilisateurs. Et il n'y a pas un moyen de skip à un début de job ou... J'ai essayé, en vrai, j'essaie de contourner le Ah, c'est truc, chaud. mais Genre faire crasher le JS ? Ah non, bah non, si ça s'arrête. si tu Faudrait que ça crash, try continue quelque part ou try Ouais. pass. après, libre à vous, le code est public si vous voulez. Après, vous il y a amuser. vraiment une variable de skip verification en gros, quoi. Je sais pas où elle est définie. C'est mais vrai, c'est vrai. C'est Elle est- littéralement son job de bypass Elle la est protection, définie quoi. On arrive, sur l'action en elle-même. C'est que l'utilisateur doit le... Je crois. On peut Il vérifier. faut le je sais pas si- spécifier à la main, quoi. Ouais, c'est ça. Donc very unlikely, Ok. mais... tac. Next one ? On peut faire next one. Ouais. Skill verification, ouais, c'est bien ça. Next one, on peut faire un truc un peu plus simple. Parce que ça... Celle-là, elle est un peu... En vrai, une fois expliqué, ça va. Mais par contre, pour arriver à la trouver la première fois, le fait de savoir que t'as un truc dans la doc qui C'est permet ça, de quoi. force trigger pour override l'actor, Ouais. faut lire de la doc. Faut lire de la doc, je présume. Genre Et pas mal de doc. comment tu débugs ça? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu cliques partout, mais il y a toujours du délai, tu cliques, ça prend 30 secondes à trigger et tout. Enfin, l'enfer à débug ce truc-là. Ouais, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Genre, tu cliques, ça se trigger pas, tu sais pas pourquoi c'est pas trigger, faut que tu relises tout ton fichier YAML. Ouais, faut attendre que... Après, il y a quand même... Si tu le modifies dans l'interface, Ouais. et que tu mets... Après, il y a Act aussi. Hein. Tu mets un truc qui n'existe pas, il va te le dire... Ouais, mais typiquement, même tout à l'heure, quand tu voulais, au tout début, quand t'as voulu la run, t'as changé l'heure. Ça, c'est un truc, y a pas un clic droit, run action, un truc comme ça? Non, pour Dependabot, tu peux pas lui dire viens maintenant s'il te plaît. Ah, même pour une action classique, je veux dire. Ah, pour une action classique, si tu peux. Tu peux. Par exemple, si tu veux des bugs, t'as un trigger qui est workflow Ouais, c'est encore une alternative. dispatch. Après, je maintiens, je vous mets dans le chat, il y a un truc qui s'appelle GitHub, enfin Nectos Act, et c'est un moyen de Regarde. run en local des GitHub Actions. Yes. Et ça permet Stylé. de... Comment dire ? Vous en doutez, quoi, ça permet de juste run en local, tester, avoir une espèce de local runner qui mimique les comportements
Et c'est quoi, c'est recodé à zéro et qui copie-colle tout ce que fait GitHub, ou alors c'est vraiment sur GitHub mais avec un wrapper? Non, ça tourne vraiment en local. Hein. Globalement, tu vas avoir. C'est Ok. comme si tu. Je pense que c'est un système de custom runner, sauf que ça va faire le taf de GitHub. C'est pas. Tu pousses le code sur GitHub et ça te le fait run en local. Si tu dis analyse mon GitHub.workflow en local et fais le run des tasks en local. Je l'avais POC une fois pour faire toute une chaîne de build d'un projet qui sinon n'aurait été impossible à refaire pour tester un projet en dynamique sans bénéficier de la CI déjà en place. Genre vraiment, c'était no way. Ok, sympa. Ça marche pas mal. Je sais pas si vous voyez toujours mon écran, je sais pas. Ouais, on est dessus. Ok. Ouais. Bah, du coup, là, il y a l'exemple le plus simple qu'on peut trouver, c'est ligne 10. Il y a l'utilisation de ce qu'on va appeler le GitHub context, c'est avec $accolade qui va permettre d'extrapoler des variables qui sont offertes par défaut dans l'environnement du runner. Donc il y a tout un tas de variables qui peuvent être accédées. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai noté dans mes notes. Il y a tout un tas de variables qui permettent de récupérer par exemple, le nom de la branche, le nom du utilisateur qui a fait l'APR ou qui a trigger l'action. Bon, il y a tout un tas de choses qu'on peut venir récupérer et qui peuvent être potentiellement intéressantes. Et donc là, on a github-event.issue.body. Donc en gros, ce workflow il va se déclencher dès qu'un utilisateur va ouvrir une issue et il va juste faire un affichage du body. Le problème, c'est que ça va être extrapolé avant de lancer le workflow. Du coup, ça va venir récupérer le contenu de la body et ça va juste faire un match and replace dans le workflow. Ce qui fait que si jamais un utilisateur malveillant ouvre une nouvelle issue. Oh, je le vois tellement Et venir. oui, c'est le templating, c'est même plus les strings Ah, bash je où le t'as vois un bout de tellement truc venir. secure. Oh, le point bah replace. Bah oui. C'est vrai que c'est un gros point replace et du coup on perd le côté extraction de string. C'est limite plus violent que les bash on coded expression ou. Oui, mais pourquoi il n'y a pas de code? Non, mais il y avait des codes. Il y avait des codes. Il y avait des codes. Oui. Enfin, oui. Non, ouais. mais je veux dire, pourquoi il code pas ta variable, quoi? Ah oui, c'est une bonne question. Du coup, ça donne lieu à ce genre de vulnérabilité. C'est une folie. En même temps, il pourrait difficilement le coder parce qu'il fait du templating sur le fichier, mais c'est pas Sur bash l'après. derrière. Donc ça veut dire qu'à moins que GitHub Si. implémente tout bash. Si, là, c'est bash, là. Quand tu Oui, fais non, un c'est machin. bash qui l'exécute, mais c'est pas Oui. bash qui fait le templating. GitHub, c'est pas Non, fait en non. bash, c'est fait en Ruby. Donc ça veut dire qu'à moins que Ruby implémente tout un parseur bash pour savoir où il en est dans le parsing, c'est comme Non, si non, t'essayais de parser un système de machine à état avec un grep. Tu peux pas. T'as pas le. C'est lancé après. Le workflow, le process, il va vraiment lancer un process bash qui va exécuter. C'est pas. Mais le replace, il a eu lieu avant. Le replace, il a lieu par GitHub, ouais. Le replace, il a eu lieu sur des chaînes de caractères, pas sur un texte parsé à base d'AST. Donc ça ne peut pas bien se passer. Après, tes je sais. runs, tout est run quelque chose, c'est toujours dans bash? Oui, dès Bah, que tu- tu les tu- run. Bah, du coup, il Après, pourrait tu- faire un sanitizer, si c'est que pour bash, il y aura Ah, pas il trop pourrait, il de devrait. parsing Oui, différentiel. complètement. Parce que si tu me dis c'est du Python, un coup c'est du bash, un coup c'est du Perl, oui, c'est chiant. C'est différent, mais si c'est que bash. Non, il pourrait. Après, bon. Ouais. Bon, c'est sûr que le point replace de ta variable égale ta valeur, c'est sale. Ouais. Mais globalement, je vous ai très bien regardé, il y avait un papier de Agari qui cotait d'autres papiers qui explique qu'il aimait bien la partie extrêmement, pas scolaire, académique, à savoir qu'on peut vraiment classer les problèmes dans différents types et les langages dans différents types. Et globalement, il en était sur « Ah tiens, je vois qu'il y a un bout de XML qui est traité, sanitize pour voir si ça se fonctionne à base de grep. Mhm. Et du coup, tu sais que tu as un langage qui a une syntaxe et une machine à état pour avoir le parsing interne des objets, et que du coup, c'est un problème d'une complexité donnée. J'ai plus les termes académiques, malheureusement. Et que du coup, du fait qu'on check avec des chaînes de caractères et des simples greps quelque chose de plus complexe, ça ne peut pas bien se passer. On a perdu vos decks. Un petit refresh près, je pense. Et du coup, voilà, ce qui expliquait, c'est que il y a des problèmes, c'est pas est-ce que c'est exploitable, c'est factuellement, de par la théorie des langages, on sait que c'est exploitable. Après, est-ce que c'est complexe ou non de trouver la faille qui va permettre de passer? Là, c'est une autre histoire. Et je trouvais ça assez chouette comme concept d'utiliser le cerveau pour déterminer si c'est exploitable plutôt que juste le feeling. C'est beau jeu. Tu peux enchaîner, hein, il rejoindra en cours de route. Alors du coup, là on a l'exec de code dans ces steps, mais on aimerait bien potentiellement venir récupérer ce super secret qui est défini au sein de mon projet. Et vu qu'on a l'exec de code, on va pouvoir venir essayer de récupérer ce secret.
En gros, ce secret, il est la mémoire du processus qui va, en gros, le runner, il y a un processus qui va venir récupérer les jobs, interagir avec l'API, et ce secret, il va être dans la mémoire. Du coup, on va pouvoir venir parser la mémoire et venir récupérer le secret. Alors, je vais essayer de le faire en live. Alors, en gros, il y a 2 techniques. Il y a un gars qui a montré sur mon Gist, vous pouvez trouver l'article original. Soit il utilise un memdump.py, un truc assez connu, et ensuite il fait des greps dans une suite sur JSON, et il va pouvoir récupérer. Et moi, quand j'avais fait ça, il y avait des trucs qui marchaient pas. Du coup, je m'étais dit, vas-y, c'est dans la mémoire. Du coup, j'ai fait un peu de Frida. Globalement, c'est du Frida qui va venir parser des objets, récupérer des valeurs. Il y a tout qui est automatisé, curl pipe bash, et ça devrait fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. Du coup, si on revient curl pipe bash. Ouais. Si on revient sur notre issue. Petit FYI, Vosek est dans une ville dont je tairai le nom, mais actuellement il y a des éclairs, donc il a une coupure d'électricité. Et j'étais en train de penser à ça en voyant de mon côté ça bombarde dehors, donc one down. Mais bon, peut-être que si son PC a pas. Ah, il s'est revenu, il devrait être là d'ici pas très longtemps. Alors, pipe bash, pipe, base. Alors, okay, pourquoi je fais des bases 64 Parce qu'en gros. T'en fais 2. Alors, j'explique du coup. Oui. Parce que mon dumper, il va afficher sur stdout la valeur du secret, sauf que GitHub va détecter que le secret affiché, et il va le remplacer par des petites étoiles. Du coup, je pipe en base 64, sauf que GitHub, je crois, en fait, j'ai jamais vérifié depuis le début, mais je crois qu'il check aussi, il détecte le base 64, et s'il y a le secret dedans, et bah, il met des étoiles à la place. Et si tu le fais 2 fois, il s'arrête. Du coup, on va encoder l'output du script pour pouvoir venir récupérer le contenu sans avoir les petites étoiles de GitHub. Le ROT 13 avait donc en fait une réelle utilité. Le ROT 13 peut fonctionner encoding X, enfin, tout ce que vous voulez qui affiche pas les raw caractères. C'est incroyable, tous ces radios qui disaient oui, mais là c'était Gano, ça me servira jamais à rien. Alors, on est là ou pas? J'aime beaucoup. Mais ça m'étonne pas qu'ils essayent de choper les file formats les plus connus pour dégager les secrets. Sinon, on peut juste pop un reverse shell et avoir un shell directement sur la machine. Fonctionne. C'est terrible, hein, ça détecte les bases 64 mais pas les reverse shell. Ouais. Je crois qu'il y a une action de hardening, je sais plus comment ça s'appelle, qui est censé permettre de... Ça fonctionne. Qui est censé permettre de faire du hardening et de détecter des injections. Mais j'ai jamais testé. Alors du coup, on a notre base 64. Oups, base 6, ça n'existe pas. Je me suis dit 2 fois. Ah, il y a un space. Du coup, il y a l'output du tool, ça install.NET Frida, et ensuite on a le secret. D'accord que ça c'est du secret read-only ou du secret jetable sur un compte jetable? Oui, je fais en gros là le truc qui est public, s'il y en a qui veulent venir s'amuser, il y aura que des trucs comme ça quoi. Parfait. Non mais on sait jamais. Des fois il y a des labs, on sait que c'est des labs jetables et en fait, oh tiens, oups. Ah, attends, bouge pas Vosek, je sais que t'es revenu mais je t'ai pas encore attribué une cam ainsi que reswitcher de scène. Et nous l'avons récupéré. Lunaire. C'est parfait. Lunaire, l'immeuble qui a sauté. Non, l'électricité de l'immeuble qui a sauté, pas l'immeuble qui a sauté. On a déjà vu ça s'est mal passé dans le passé. En stream Non, pas en stream. Quoique si, déjà du 2. Bon, bref. Du coup, je vous ai lâché, mais... Ouais, du coup, le secret, là, il n'y a rien de secret. Et le deuxième, là, GHS, c'est un token, ce qu'ils appellent serveur to serveur. Et globalement, il est valable que le temps du workflow. Et du coup, là, mon workflow, il est terminé, donc il est plus valable. Et du coup, ça nous permet de récupérer le secret qui sont dans d'autres steps. Donc c'est assez intéressant. Si vous avez de l'exec de code, on peut venir récupérer tous les secrets qui sont utilisés dans le workflow. Ce qu'on peut pas faire, c'est qu'on peut pas, si jamais j'ai un autre secret qui est défini sur mon projet, genre Super Secret 2, je vais pas pouvoir venir le récupérer depuis ce workflow. J'ai accès qu'aux secrets qui sont définis dans un workflow. Mais c'est déjà assez powerful. Pour le système de match and replace, pour les issues, les pairs, les choses comme ça, est-ce que tous les champs à base de $accolade sont vulnérables à ça? Est-ce que c'est un peu différent?
Alors du coup non, il y en a là sur le blog post de Synactive, vous pouvez trouver la liste de tous les champs qui sont vulnérables. Ouais, En quand gros, même, il y a un paquet. Hein. tout ça on peut contrôler. J'ai un autre exemple après. Mais par exemple, si on reprend l'exemple de Dependabot, il est où là, pull request user.login, et vous allez pouvoir vous créer un compte sur GitHub, mais vous n'allez pas pouvoir mettre de caractères chelous. GitHub autorise que les caractères Alphanum, alphanum et peut-être un underscore dash. tiret. Ouais, même pas. Ouais, tiret, c'est tout, je crois. Donc on peut pas trop faire d'injection à partir de ça. Il y a certains trucs qui sont vulnes, mais pas tous. Attends, du coup, comment ça se fait que Dependabot crochet fonctionne? Alors ouais, parce que c'est un truc un peu particulier. Oups. On n'a pas le droit, mais il y a celui-là qui fonctionne. Ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir le même, s'il te plaît? Alors en gros, tu peux avoir le crochet bot. Si tu crées un bot sur GitHub, il va automatiquement te l'append. Tu ne peux pas toi-même te la rajouter, mais il va être automatiquement ajouté si tu crées un bot. Ok. Ah ouais, donc il y a des cas particuliers pour essayer de bénéficier du suffixe. Ok. Ouais, j'ai essayé de faire des trucs avec ça, mais. Waouh, ouais. Ça peut, mais le taf pour mettre en place l'attaque, beaucoup. Ça pue un peu, je sais pas, il y a peut-être des trucs à faire avec les noms d'utilisateurs. Mais... Ok. Et globalement, dès que c'est dans de la simple côte ou de la double côte, globalement, dès que c'est reflect. Ouais, dès que c'est reflect. En fait, du coup, comment on s'en protège en fait? Comment on s'en protège, Jamy? Et parce que là, comme ça. c'est ça là. En gros, tu peux définir des variables d'environnement. Alors, je crois que j'ai un problème d'indente. En effet, ça va mettre des espaces à la main. Ouais. Du coup, je peux faire my secret par exemple. Et là, on peut les mettre. Alors, non, c'était. Ouais, ou plutôt body. Le fait de mettre un niveau d'indirection en plus fait que lui, pour le coup, il va savoir ce que c'est et il va l'escape proprement. Oui, mais non, c'est juste que là, tu le passes en variable d'environnement et du coup, après, c'est l'expansion bash de base. Et du coup, bash, il va être. Si tu le passes en variable d'environnement, il y aura make sense. Mais tu pourras encore avoir des encoded, tu pourras encore avoir. Oui. Tu peux avoir des injections d'arguments, ce genre de choses. Ouais. Ah, c'est rude, le taf que ça demande en plus alors que. C'est pour ça que il y a un module shell check sur Octoscan. Ouais, bah normal. Normalement, shell check permet de détecter ce genre de problème. Du coup, ça peut permettre aussi de s'en assurer. Du coup, il y aura même des faux négatifs parce que shell check qui check du bash alors que là, on a carrément des chaînes de caractères. Alors, shell check, le module dans Octoscan, il va venir récupérer que le contenu du script. Ouais. Ouais, mais enfin, il y a des shell check pour voir si t'as pas de uncoded injection dans le script. Mais au final, c'est juste. Toi, tu regardes le cas de base qui était vuln. Toi, tu peux pas. Enfin, il n'y a pas de shell check dessus. Tu regardes juste s'il y a du $brace6 plus quelque chose contrôlé n'importe où. Et peu importe où il est, on sait que ce sera vuln. Ouais, et du coup, ça donne. Quel enfer. La surface d'attaque doit être monstrueuse. Il y a aucun fil côté GitHub, genre là je peux créer une PR avec tous les caractères Unicode que je veux, il y a aucun problème. Enfin, Unicode j'abuse peut-être, mais. Dans mon body? Ouais, n'importe. Dans une variable GitHub, il y a aucune restriction. Non, je crois pas. Ben voilà, vous avez entendu joueur chercher $accolade body sur GitHub et faites croquer les bounty, merci. Ah bah là ouais, c'est free bounty. C'est horrible. C'est l'output de la vue. C'est fou. Et du coup, j'ai pas compris en quoi c'était plus clean de passer en environnement et ensuite de reflect ton environnement là, donc body là. Parce que du coup, ça va utiliser le mécanisme d'escape de bash built-in, vu que tu passes par une variable d'environnement, lui il va détecter. Et il va pardon, ok d'accord, donc c'est vraiment env de bash que tu lances là. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est env de bash, ouais, pardon. Ok, c'est pas env, ok, oui. Ouais, non, ça va. Oui, d'accord. Dans la step, il y aura une variable d'environnement qui va s'appeler body, et dedans il y aura le contenu de ton body, de ton shield body. Oui, mais du coup, ce que tu as lu, si dans ta commande tu fais des trucs un peu compliqués où tu prends tes variables et t'en refais des choses, c'est au cas par cas quoi. Okay. T'as du parsing après et c'est vraiment. Okay. Ouais, il y a vraiment des sales trucs qu'on peut trouver avec ça. Clairement, scary stuff. Très très scary stuff. Genre, clairement, j'aurais pu l'introduire sans me poser de questions en me disant, bah oui, ce sera. C'est escape quoi. Non. Non. En plus, ouais, quand il pense, ça ne peut pas. Enfin, ça peut pas. Ça pourrait s'il y avait un modèle bash qui faisait le parsing de l'AST pour essayer de sanitize, mais c'est des contextes trop différents. Vosek, chef, clavier mécanique, pique la cook.
Du coup, cette vulne, j'ai trouvé à plusieurs endroits, notamment sur un repo Apache. Et il y en a une qui était marrante. Je sais pas, on peut peut-être la plug, ouais, c'est un peu la même idée. En gros, il y a ici, c'est sur un repo qui s'appelle AutoGPT. Alors, je connaissais pas ce truc, mais c'est genre le repo avec le 23, enfin, c'est le 23e repo avec plus de stars sur GitHub. C'est un énorme truc. Le 23e. Oh, c'est Ouais. énorme comme Mec, truc. oh, t'as fait ton petit success unlock là. C'est sur Ouais. XZ. C'est sur XZ à lui. Et en fait, c'était marrant parce que j'ai regardé ce repo, j'ai lancé mon tool, et genre, quand je regardais la branche principale, il y avait des fixes genre de GitHub Action en mode un peu dégueulasse. Ça se voyait qu'il y avait déjà eu une vulne et qu'ils avaient essayé de mettre de la glue dessus. Donc je pense qu'il y a un chercheur qui est passé avant moi. Et le problème, c'est que sur le trigger pull request target, et bah c'est issue, par exemple, quand on met le trigger issue, ça va fonctionner que sur la branche principale, la default branch. Donc si vous avez un workflow qui est vuln, mais qui est sur une branche secondaire, ça va pas fonctionner. Et si vous avez un trigger pull request target qui est sur une branche obscure qui date d'il y a 5 ans, que vous avez oublié que vous avez une vuln dessus, et ben on peut quand même l'exploiter. Et du coup, le problème c'est qu'avec du coup, AutoGPT, ils avaient fixé la branche par défaut, mais pas les autres. Du coup, il y en avait plein qui étaient vuln. Attends, on parle de. Du coup, il y a plein de branches qui sont non affichées sur la surface d'attaque. Toi, tu es obligé, avec ton tool, de check out chacune des branches présentes sur le projet pour voir s'il n'y en a pas une qui a un workflow qui accepte un nom d'input spécifique. Exactement. Du coup, Octoscan DL-H. Par défaut, il va prendre toutes les branches. On peut lui dire prends que la default branch, et on peut lui dire prends, je sais pas, max 10 branches, parce que j'ai déjà scalé des repos où il y avait genre 1000 branches, c'est interminable. Bah oui, mais Donc, bon, l'idée, ouais, c'est- surface d'attaque. Ouais, voilà. Soit il y a un Il en suffit trade-off sur. Oui, voilà, il en suffit d'une. Donc après avoir. Ouais. Mais du coup, ouais, pull request target, c'est vraiment vénère, parce que s'il y a une branche qui reste, qui vous avez oublié. Et tu bah, peux que c'est- taper la branche. Tu peux taper que cette branche là du coup. Tu peux taper que cette branche-là, mais tu peux quand même avoir accès en écriture à tout le repo, par exemple. Donc, aller patcher master. Ouais. La surface d'attaque est Je vois bien, ouais. monstrueuse. Oh. Là, bientôt, tu vas dire que ça marche même si t'as supprimé une branche. Non. Non. Ok. T'as plus de Et du réponse, ça coup, marche. ils avaient Wow. cette ligne là, ligne 110, où ils faisaient des dingueries. Donc pour request user login, ça on contrôle pas. Mais la deuxième partie, ils récupèrent le nom de la branche qui fait la PR. Et en dessous, là, vous avez un exemple en rouge d'un nom de branche valide pour GitHub. Du coup, Évidemment. on vient close la quote. Et il y avait quelques caractères quand même qui pouvaient pas être utilisables. Genre, je pouvais pas mettre un reverse shell, je crois. Donc, globalement, tout cela, ça passait. Du coup, là, à l'intérieur, là, en base 64, vous avez la commande IG. Ah, il n'y avait pas d'espace, je crois, c'était ça. Enfin bref, on peut mettre ça en nom de branche. Vous voyez, hop, j'ai trop vite. Ah, il y a mon attaquant qui a fait sur cette branche. Et ensuite, on a bien notre ID qui est exécuté, et du coup, on a un shell dans l'owner. Et après, c'était free money, il y avait des clés d'API, il y avait le content write, donc on pouvait pousser du code arbitraire. En vrai, tu récupères un petit token GPT d'une énorme entreprise, t'es tellement noyé dans le bruit de millions de requêtes, t'as GPT gratuit à vie. Hop là, emballé, c'est pesé. Bon, ils ont Ouais. ton historique à vie, mais après tout. Et après tu vas en prison, c'est tout. Mais, Oui, bon, mais écoute, c'est ce problème. voilà. C'est trouver la boîte, c'est pas nous. C'est de l'entraide. Tu aides à nourrir GPT avec des bonnes requêtes et des bons prompts, comme ça, et ce sera un GPT plus qualitatif, et la boîte te remerciera finalement, celle qui t'a prêté gentiment son token. Non, ok, non. Je suis pas convaincu. Hein. Non, je prendrais pas le risque. On est des white hats. Tout à fait, nous sommes des chapeaux blancs. Voilà, ça c'était pour montrer qu'il y avait vraiment une surface assez fat avec tout ce qui est GitHub, le GitHub Context, et qu'il y a plein de trucs unsafe. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? C'est vrai que t'as pas mal d'articles en haut et pas mal de liens ouverts, et du coup j'ai du mal à estimer où t'en es, et à pas comment j'estime la suite de temps. Alors, en sujet. gros, je te montrerai, j'avais fait un exemple. Qu'est-ce qu'on a déjà couvert, pas encore couvert Alors, tu veux que je parle des articles? Pas forcément, mais il me semble pour moi que les articles aidaient à structurer un petit peu les différents points à aborder. Ouais, Après... en gros, les articles sont. Donc, celui-là, on a fait. Ah, Self-hosted runner, on a fait. ouais. Ça, c'est celui d'intro. C'est vrai qu'on a fait. complètement cassé l'ordre. On Il y a pas celui fait, que tu as release aujourd'hui avec ton ouais. collègue, pas encore.
Secret exfiltration avec les encodes très rigolo. Bah, je peux prendre celui d'après qui est. Alors, du coup, celui-là c'était l'exemple GPT, donc non, c'était bon. Du coup, ce qu'on voit souvent, bah, c'est un peu dans la même vibe, c'est le pull request target, du coup, qui va se déclencher. Et souvent, le pattern qu'on voit, c'est la combinaison de pull request target, un checkout, et on exécute du code de la PR. Du coup, ça, c'est le combo gagnant. Vous ouvrez une PR, ça va checkout le code de votre PR, et globalement, vous avez RCE dans le workflow. Donc ça reste. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit un rayon de trigger pour request target, souvent c'est free money. Donc ça c'est good. Il y avait un autre vecteur. Ouais, c'est celui-là. Alors, je vais juste préparer avant. Ah, j'ai perdu mon onglet. Merde. Comme vos EC, gone. Attends que ça charge pas bien. Du coup, je vais présenter un autre trigger qui s'appelle Workflow Run. Workflow Run, l'idée c'est de se dire, ok, je vais me déclencher quand un autre workflow aura terminé. Donc là, on a notre workflow, notre deuxième workflow entre guillemets. Et en gros, ça dit, je veux me déclencher quand l'other workflow sera completed, sera terminé. Du coup, ce qu'on voit, la combinaison souvent de pourquoi on utilise ça, c'est un workflow qui va préparer de la data et il va l'envoyer sous forme d'artefacts. Et le deuxième workflow va venir récupérer ces artefacts et faire des actions dessus. Donc là, si on lit un peu ce workflow, il va du coup dans un premier temps faire un checkout, donc récupérer le code, mais ça à la limite c'est pas très grave. Et il va venir récupérer les artefacts qui ont été uploadés par le premier workflow. Et ensuite il va venir manipuler la data, output, et je sais pas, il va lancer un script. Si on regarde souvent du coup à côté, il y a le workflow, le triggering workflow. Donc là, c'est le workflow qui va se trigger. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un dossier, il écrit la data dans le pass qui va bien, et il upload. Jusque-là, rien de particulier. Donc là, je l'ai mis en workflow dispatch, donc il faut que j'aille le lancer manuellement, mais on n'est même pas obligé de le lancer, c'est juste pour montrer un exemple. Alors, si, pourquoi je le vois pas là? Je suis trop zoomé, attendez. L'éternel problème des DevOps. Ah, mon job met trop de temps. Ah, mon job veut pas se trigger. Ah, mon job a disparu. Ah, mon job a fonctionné, mais il y a trop de logs, il a buté le 10, donc j'ai plus de worker, donc j'ai plus de job. Ah, le monde est en feu. Ah, mais je suis pas avec le bon compte, c'est pour ça. Ah, c'est vrai que du coup là t'as deux Firefox avec des profils. Oui, c'est pour ça, je pas un bon profil. Alors du coup, si je vais avec le bon profil sur Other Workflow, je peux le trigger à la main. Il va apparaître juste ici, donc il va se déclencher, il va créer l'artefact. En gros, les artefacts d'ailleurs, c'est un truc, j'ai pas eu trop le temps de creuser. C'est une règle de debug qui est dans Octoscan. Scan. Une règle de debug pour aller les récupérer ou du genre c'est une fonctionnalité de check d'artefact qui est pas encore totalement... En gros, j'ai mis des règles en mode debug, elles sont pas lancées par défaut parce que j'ai pas vraiment eu trop le temps de creuser encore ces sujets-là. Mais j'ai fait une règle en gros qui va me donner une alerte sur tous les workflows qui vont créer des artefacts. Parce qu'en gros, souvent, enfin des fois, ce qu'on peut voir, j'ai trouvé déjà ça chez un client en interne, c'était pas public, mais il faisait un zip du dossier courant, et dans le dossier, il y avait des outputs Terraform avec des secrets dedans, ou avec des points guide config, et du coup, on peut venir récupérer des secrets en venant juste récupérer les artefacts. Et en fait, les artefacts, ils sont publics. Ça, si tu veux te prendre un petit break à un moment, j'ai un ou deux articles qui en parlent, et du coup, je pourrais faire une intervention. J'ai pas regardé c'est quoi les artefacts, c'est ce qui est lié, parce que ce qui résulte d'un workflow, c'est ça? Ouais, est-ce que tu peux transmettre entre les workflows? Ouais, par exemple, si tu fais un build, tu builds ton outil, bah, tu vas pouvoir faire un artefact, et les gens vont pouvoir venir le récupérer ici, et ils auront accès à ce qu'il y a dedans. C'est globalement un fichier zip qui peut être récupéré. On pense à Gorillaz avec les binaires multi-arch, ouais. On pense à GoHugo qui build le site public pour le mettre dans un répertoire qui sera servi derrière. Exactement. On pense à des images contre Docker qui vont soit push, soit extraire en XZ ton image du aussi. Du coup, je peux avoir un workflow qui build,
Et un autre morpho qui bouffe par exemple. Ça, Ouais. Ouais, c'est l'idée. Ça Et l'idée, servira à c'est quoi que si t'en as un qui build tout dans le process et que t'en as 4 qui mangent le build artefact, ben c'est une espèce de pseudo cache local qui fait que tu peux repartir d'un même output pour Ouais, faire ok. 15 tests. Ouais, essayer d'avoir un seul gros truc quoi. Alors, Ouais, Ok, ça permet juste- de perdre moins de la- temps à cliquer les boutons dans la CI, quoi. Et du coup, c'est quoi les villes basées là-dessus? J'ai pas trop capté. Contains Euh, sensitive stuff, a lot of it, often. Ah, dans le sens où ton artefact il contient des secrets. Ouais, mais du coup, c'est intended par le développeur ça. Alors, Bah, s'il a spécifié qu'il Non, crée non, un zip avec tout son code tu vas source. voir. On y vient, mais non. L'idée, c'est que oui, je suis d'accord, tu sais normalement où tu mets tes secrets. La réalisation, c'est que il y a plein d'actions qui vont mettre des secrets à des endroits assez improbables ou inattendus pour toi. Et en faisant une action que tu penses inoffensive, comme pour les braces, dommage fromage, ça va pas bien se passer. Ouais, donc en gros, ça fait un zip de ton code source et pas de chance, t'avais un point guide dedans quoi. Ouais. Sauf Ouais, que ok. avec des tokens read write, Ouais, avec c'est des ce que j'ai accès compris. P1, avec. Ok. À la limite, du coup, est-ce que tu as un peu de temps pour. Parce que c'est démo instant ou est-ce que je présente un article lié à ça? Bah, comme Non, tu c'est veux. instant. Bah, Ouais. Non, si la démo est prête, je te laisse avancer. Ouais. Bah, en gros, là, ce que je fais, c'est que sur mon repos attaquant, il a toujours pas contourné la First Time Contribution, First Time Contributor Protection. Du coup, je lui fais faire une pull request qui fixe une typo, par exemple. Du coup, on va faire la PR sur le repo cible. Et comme ça, ensuite, après, je vais pouvoir réaliser mes attaques sans avoir besoin à bypasser la First Time Contributor Protection. Après, bon, first time, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de faire une contribution utile alors qu'il a prévu sa backdoor? On sait que c'est pour limiter le bruit, mais de là, limiter à améliorer la sécurité, bon. Alors, du coup, si on revient, il y a mon other workflow qui s'est déclenché. Et du coup, vu que ça s'est bien passé, il y a le deuxième workflow, celui, le trigger de workflow, on va dire, qui a pris le relais, qui s'est lancé. Et donc, pour rappel, ce qu'il fait, c'est qu'il cat le fichier d'artefact qu'on a uploadé, et ensuite il lance le script bash qui a la racine qui fait un echo hello world, je crois. Il est où là? Hop, process artefact. Processing. Donc il affiche la data et il affiche hello world. Et le problème, c'est que ça, c'est basé uniquement sur le nom du workflow, ce qui fait que moi, vilain attaquant, je vais pouvoir créer un workflow qui a globalement le même nom. Hop, on va créer une nouvelle branche pour être sûr. Bon, Ça m'angoisse. J'utilise pas vraiment la partie Git en command line. Les features de création de branches et d'édition de fichiers comme ça dans GitHub, j'ai assez peu touché. Là, je découvre des trucs que je savais là, mais en fait, il y en a partout. Vraiment, le nombre de features. Des sous-menus cachés. Ouais, c'est ça. Petit tour du propriétaire. Parce que c'est chez lui maintenant, finalement. Est-ce que vous êtes nombreux à faire de la recherche sur les GitHub Actions? Juste une idée approximative. Moi, j'avais Que c'est un jamais champ de check, mais recherche je pense que actif. maintenant. C'était pour moi la question. Ouais. Est-ce que c'est un champ de recherche actif, nouveau? Est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce que globalement il y a 2-3 personnes qui carry le game et le reste Il suit? y a 2-3 personnes qui carry le game. Il y a un américain, je crois, Adam Khan. Le mec a poney énormément de trucs, il est assez chaud. Est-ce que j'ai son blog post? Je sais plus comment il s'appelle. Tu peux penser sur la démo, je vais le chercher en site si tu veux. Ok. Tu dis comment? Adam Khan, c'est l'autre. Si tu vas sur Gato X, c'est son tool. Et il a Gato Ouais, X. Gato X, CICD, GitHub, tu devrais trouver. GitHub Action, cache poisoning, oui, je pense que Ouais. j'ai. Ça. adanthecan.com, Ouais, c'est ça. chain, poisoning, ouais. Hop, c'est ajouté. Alors, du coup, si je reviens. Aussi. Il a bien propre son site aussi en termes de contenu, rédaction, blog post de environ 20 km de long. Oui. Je suis en train de lire là, un peu sur l'ennemi là pour Gato X. C'est quoi son tool? C'est un truc un peu pour analyser aussi.
Alors ouais, c'est son tool, il va notamment checker les self-hosted runners et éphéméral ou pas. Il check Ouais. aussi les injections de commandes comme je l'ai présenté juste avant. Et je crois qu'il y a 2-3 autres checks Ok. en plus. J'ai pas joué avec son tool depuis qu'il a update. Avant c'était Gâteau, maintenant c'était Gâteau X. Et sinon il y a une autre boîte qui s'appelle Poutine Security, enfin un tool qui s'appelle Poutine je crois, qui est fait par des Canadiens. Brésilais. qui scanne des GitHub Actions aussi. Ouais, ça a l'air pas mal fait aussi. Est-ce que... Ah, mec, tu lances ton tool de scan de sécurité de GitHub Action sur le sien et lui le sien sur le tien et on regarde qui c'est qui pawn l'autre en premier. On fait J'ai une pas regardé. guerre, une guerre par GitHub Action intercalée. Ça va être génial. Alors, du coup, si je reviens sur le workflow qui est vuln, si ça va bien charger. En gros, ce que les gens oublient souvent, c'est que quand on va récupérer les artefacts, ils vont être unzip, enfin, ils vont être extraits dans le répertoire courant si on fait pas attention. Et du coup, les gens, eux, ils font leurs deux workflows et du coup, ils savent que ils créent un répertoire avec la data qu'ils veulent. Mais la step au-dessus, elle va venir expand le contenu de myArtefact dans le répertoire courant. Du coup, on va pouvoir venir réécraser le script.sh et du coup venir avoir de l'exec code dans le workflow. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai repris le workflow de base, j'ai changé le trigger en pull request, comme ça va se lancer quand moi je vais créer ma pull request. Je garde la logique de la data et juste je viens modifier le script bash qui va être extrait dans le répertoire courant et du coup ça va exécuter mon script. Du coup je commit. Attends, what? Encore sur du bon match and replace. Sauf que ce coup-ci, tu as du match and replace qui a modifié la logique d'un autre Là c'est pas fichier. du match and replace, c'est vraiment l'artefact, ça va être une archive zip qui va être extraite dans le répertoire courant. Sauf que lui, il attend cette donnée-là, mais moi je peux en même temps, dans la même archive, lui rajouter mon script malveillant. Donc là je viens réécraser. ça veut dire que toi, tu écrases juste un job qui va être intercalé entre deux jobs pour que le celui d'après réutilise ton artefact backdooré. Non. Non. Ok, vas-y, refais-la. Ok, je l'ai refait. En gros là, ligne 22, enfin 23. Tu mets un coup de zoom aussi, please. Ouais. Thanks. Le classique. Yes. Là, globalement, si je modifie pour... je peux prendre ça. En gros, si je résume, la step qui va être faite, là, ça va être unzip artefact.zip, ce qui va se passer vraiment derrière. Du coup, Ok. moi, rien m'empêche de mettre à la racine de mon zip un fichier qui s'appelle script.sh. Ouais. Et du coup, ça va venir écraser ce script qui était déjà présent. Ça l'override carrément? Ça l'override, Ok, ouais. ça fait un mount dessus et ça le considère pas comme un mount Wow. point, ça l'écrase. Ouais, ces deux steps vont être exécutés sur la même machine. Et du coup, en gros, sur le step de checkout, il va récupérer le script légitime. Mhm. Sauf que sur ma step de récupération d'artefacts, moi je unzip dans le répertoire courant. Et du coup, rien ne m'empêche en plus de ship la data, de ship mon script qui est malveillant. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si t'arrives à... Soit tu envoies juste ton zip dans ton code source, et en ce cas, t'envoies de la donnée qui va affecter les jobs, soit si... Est-ce que c'est ce que tu fais? Attends, je peux montrer sinon Ouais, je veux bien. ce qu'il y a dans Parce que l'artefact. sinon, globalement, si tu arrives à injecter un zip, on pourrait injecter une exécution de commande. Mais si vraiment tu juste git commit add un fichier zip, là je veux bien... Ouais, moi je fiche pas non plus comment tu modifies ton premier workflow pour ajouter ta commande malveillante dans bash.sh. Ouais. Faut que t'aies un accès de fou pour faire ça, déjà. Bah ouais, j'en suis là aussi. À moins qu'il y ait des workflows protégés et d'autres pas. Mais Mais comme tout à l'heure en plus t'as créé le workflow avec le même nom, je suis un peu perdu. Alors, tac. Je suis perdu moi aussi dans mon truc. Ouais, alors vous pouvez reprendre votre question, je suis pas sûr d'avoir saisi. Ok, la question en gros c'est là t'arrives à, en contrôlant le workflow 1, pawner le workflow 2. Ouais, Ça. c'est ça. Ok, maintenant notre question, qui est comme si t'es qui est la même, capable en de gros, pawn le workflow 1, est-ce que c'est pas déjà assez pour récupérer les secrets? Ouais. En fait, on ne pone pas vraiment le workflow 1. Alors du coup, si je... Ok, je crois que j'ai... Du coup, la question c'est est-ce que tu modifies le workflow 1 ou est-ce que juste tu commit push un script ou de la donnée ou un zip qui lui sera déjà présent du coup dans le code source et du coup ramené par le checkout? En gros, là, ce workflow là, il va être trigger
si jamais il y a un workflow qui s'appelle comme ça. Donc moi, dans ma PR, je peux juste changer le nom d'un workflow et le faire matcher ça, et du coup ça va venir déclencher le deuxième. C'est vraiment juste basé sur le nom, et vu que le nom on le contrôle, alors que notre premier workflow, même s'il n'existait pas, on pourrait se faire passer pour lui. What? Ah, Attends, ok, c'est-à-dire ok. que si le workflow existe déjà, tu fais une PR avec une autre GitHub Action que tu viens de créer avec le même nom, et il va dire ok, je prends le tien que tu viens de PR et pas celui qui existe déjà. Bah du coup, je pense qu'il va se lancer 2 fois si jamais il existait déjà. En vrai, c'est de la latéralisation. T'es sur une branche sur laquelle tu as le droit d'écrire, et tu crées un workflow de nom targeté qui va derrière trigger un workflow qui, lui, va run dans la branche secret, donc avec des droits différents et des secrets différents. La branche master, pardon. La branche master. Je sais pas non plus. Recommence. Il essaie d'expliquer son bug à deux branches à côté. Non, si, je comprends, c'est fou. Tu l'as? Okay. Dans ta question, non, j'ai pas ta question, non. Non, mais ok. Ok. En gros, là, si je reviens, je comprends pas. Tu utilises un workflow que tu triggers de ton côté en définissant un nom de workflow. Voilà, sur mon repo, là, je suis mon attaquant. Donc, mon attaquant, il a fait une PR. Il a modifié le triggering workflow, le workflow A, qui va venir déclencher le workflow B, qui est vulnérable. Ok. Donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai gardé le nom parce que ça va être basé uniquement sur ce nom-là. C'est si jamais le workflow B, il voit un workflow qui s'est déclenché, qui a le nom qui match, il va se lancer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le trigger pour qu'il se déclenche quand je fais ma pull request, et j'ajoute le script malveillant. Donc là, j'ouvre ma PR. Donc c'est juste un moyen d'aller reach. Ouais, c'est un moyen d'aller reach la logique et du coup les secrets d'un autre workflow. Ok, je pense que c'est parce que workflow, nous on voit ça comme un job quand trigger un autre, alors qu'en fait on parle vraiment d'une suite d'actions au sein d'un projet Git, mais qui se fait vraiment. Comment dire, un workflow et un deuxième workflow vont bénéficier de secrets et de contextes différents. Là, ces 2 workflows, ils vont se lancer dans deux machines virtuelles différentes. Ok, donc on fait bien avec de la latéralisation. Avec un zip commun. Ok. Avec et tout du coup, qui se passe bien. C'est le workflow 2 qui attend que le workflow 1 se lance, ou alors c'est le workflow 1 qui appelle le workflow 2? C'est le deuxième qui attend. Ok. C'est la fin du 1 qui trigger le 2. Ok. Ouais. Non, c'est deux réponses opposées du coup là. Est-ce que c'est un qui dit c'est bon j'ai fini, le suivant c'est 2, ou alors c'est 2 qui voit le trou et qui attend, et dès qu'il a le bon match. Attaquant, c'est la fin du workflow attaquant qui va trigger le début du workflow que tu targetes. Vraiment, il y a de la chronologie, on peut pas avoir l'attaque avant. Non, c'est le. C'est en gros, il y a mon workflow A qui va trigger mon workflow B, oui, mais c'est le workflow B qui va lui. Enfin, en gros, c'est GitHub. Okay, d'accord. En gros, le workflow A se lance, il envoie une information à GitHub, j'ai terminé, et GitHub envoie l'information au B, tu peux te lancer. Ok. Et deuxième question, pourquoi quand tu fais ta PR, ton workflow A se lance? Dans l'exemple que tu as donné là, peut-être t'as modifié le event, et je comprends pas pourquoi il se lance. Parce que le trigger pull request, c'est assez bizarre, mais en gros il va se lancer. Enfin, en gros, si tu modifies un workflow, il va se lancer même si toi tu fais ta PR et que tu le modifies dans ta même PR. Ok, donc il n'y a pas besoin de merge. Genre là, je suis. Là, non, il n'y a pas besoin de merge. Non. Attends, du coup, t'arrives à taper qui tu veux, du coup. Alors, c'est quand tu modifies le workflow et que t'as passé la first time contributeur policy, je sais pas quoi, et que tu fais tu fais ta PR, tu mets le bon event, et avant même qu'elle soit merge, il trigger sur le event que tu viens de PR. Ouais, mais du coup, alors le seul petit hic là-dedans, c'est que ce trigger-là, t'as pas de secret et t'as pas un accès en écriture au possible. T'es vraiment dans un environnement où t'as pas de priv, t'es vraiment... y a pas grand-chose à faire. Le seul truc à faire, c'est un peu pouvoir déclencher. Donc là, c'est vraiment un exemple, mais... c'est de run sandboxé external pour un truc avec pas grand-chose, workflow déclenché, et du coup run avec impact sur un workflow interne qui lui a des secrets et potentiellement plus de privilèges. Ouais, le but c'est ça, c'est d'essayer de latéraliser latéral vertical-ish. Parce que le second, lui, par contre, il a des vraies prives. Le second workflow, lui, il vient pas de... Là, tu viens de dire, comme il vient de l'event on push, t'as des privilèges très low. Le deuxième, du coup, celui qui s'est déclenché après le premier, lui, par défaut, il a les mêmes privilèges que celui qui l'a déclenché, mais... Donc ça veut dire que si toi tu fais une PR, il va pas avoir de priv, il va pas avoir un accès en écriture, mais si jamais il référence un secret, il va quand même pouvoir le récupérer. Dans ce variable d'environnement.
Ouais, enfin, les secrets GitHub, donc il va pouvoir le Ok, récupérer oui, aussi. oui. Donc l'attaque, elle a du sens que si le repo que tu sais de cibler, et bah elle a un secret. Le threat model, il est pas simple. Si, oui. Mais Et l'attaque ne dernière marche que question. à mercredi, si il a fait beau la veille. Mais Et du donc- coup, là, dans mon exemple, du coup, j'ai mon workflow A, il a créé l'artefact. Et du coup, vous voyez qu'il y a la data que le workflow B attend, mais il y a en plus dedans mon script.sh. Ok, Ok. ok. Du coup, maintenant, si on va sur donc le repo cible, team, Wow. Alors, Ah, quand, bah, t'as- background artefact. quand c'est à l'oral, c'est déjà compliqué à comprendre, mais alors, pour lire ça, franchement, j'aurais jamais compris aussi clairement, je pense. donc ça, c'est Il faut- le workflow faut victime. expliquer. On voit qu'à droite, il y a celui qui vient de la branche de l'attaquant. Donc il s'est bien passé, il a créé l'artefact que je vais vous montrer avec le script. Comme ça s'est bien passé, il y a le workflow B qui va se déclencher, qui va venir récupérer les artefacts qui vont être poison avec mon script.sh. Et ça a l'air d'avoir fonctionné. Maintenant qu'il y a un outil pour Pawn, il faudrait un outil pour faire du remote forensics en fait. Et du coup, il va afficher la data C'est plus notre métier. et il va exécuter mon script malveillant qui est contenu dans l'archive. C'est beau. Ok. Et là, par contre, dans ce contexte-là, précisément, dans cet exemple-là, tu n'as aucune permission, et comme ton workflow 2 n'a aucun secret, en gros, tu peux rien en faire. T'es bloqué Ouais. dans un contexte où tu as zéro info. Tu Exactement. peux pas sortir du code qui est en interne ou etc. Ah non, forcément, Non. si t'as accès au GitHub, c'est que c'est public. Non, si t'es dans ce contexte-là et qu'il n'y a pas de secret, t'as rien à faire. Le seul intérêt, c'est si jamais il y a un secret que t'as envie de récupérer, bah tu peux le récupérer, mais sinon tu peux rien en faire. Ok. Et si c'est sandbox, et si c'est lancé sur le VPS, on revient au début du coup. Si c'est lancé sur un VPS self-host avec des bah, t'as traces accès. d'anciennes PR, Ouais, t'as quand tu même peux, des accès. tu peux aller looter s'il y a des tokens dans les points de config par exemple. Ok, donc c'est vraiment un cas super spécial. En vrai, non, Bah, c'est de la j'en ai réalisation. trouvé quelques-uns. Du coup, je disais que le workflow, il a les mêmes permissions que celui qui le déclenche, mais si jamais le workflow B il redéfinit lui-même ses permissions, tu peux avoir plus de permissions. Ça veut dire que le workflow B il peut overwrite les permissions Ouais, du workflow A qu'il avait déduit de l'event. Ouais, de base, c'est ça. Ok, c'est ça. Mais ça, c'est à la discrétion du développeur. Donc, Donc, let's go. je crois que j'ai quelques exemples de... Sacré matrixage quand même. Hein. Le fait de pas pouvoir modifier un, mais pouvoir modifier l'autre. Ouais, l'indirection... Mm. Je vais précharger les autres. Voilà, il y en a qui parlent de self-hosted. J'ai déjà vu des gens qui essayaient d'unroll un runner sur leur machine, unroll leur machine en tant que runner pour que ça se passe bien, mais sur un projet dont ils avaient partagé l'accès à d'autres développeurs. Ça veut littéralement dire bonjour, tu as accès à RCE sur ma machine aux Ouais. autres développeurs du projet, hein, voire de l'organisation. Ne faites pas ça. Do not. Clairement. Ouais. Du coup, j'avais trouvé la vue sur un projet qui Je vais envoyer ce s'appelle lien à un copain. qui s'appelle Ant Design, 90 000 stars sur GitHub, c'était plutôt pas mal. Et en gros, il y a le même pattern. Lin65, ça récupère un artefact. Du coup, là, j'avais dû faire un fixe typo pour passer la première protection. Et c'était exactement ça. Ensuite, il y a un script JS qui est exécuté. Et vu que l'artefact il est exécuté dans le repo courant, on peut venir écraser ce upload.js. Et juste au-dessus, il y a les clés Alibaba du repo que du coup tu peux récupérer comme ça. Et Lin103, le PRID, il est pas uncoated Alors, ou c'est un entier, un hash qu'on peut pas trop gérer. j'avoue, j'ai plus de trucs en tête, mais je pense que c'était plus simple de venir écraser le upload.js, Oui. mais c'est peut-être possible. J'ai plus tout le temps. C'est horrible, maintenant tout vient une faille dans le YAML. Tout a une C'est tête fou. de faille. Ouais, tu vois le dollar bracket partout, tu fais ouf. Ça Ouais, fait Du coup là c'est dans l'env donc ça va. Oui. PRID. Oui. Ok, je vois. Faut voir, il y a une step qui doit le définir quelque part. Et est-ce que t'as Ouais. des vulnes où tu peux contrôler le nom de variable de l'env? Alors, il y a Là. des tricks avec la variable d'environnement, mais contrôler. Oui, tu peux. Alors, du coup, ça c'est une autre vulne. Pourquoi? Parce que sur En bash, gros, tu peux définir l'environnement bash func, enfin bash underscore func, et c'est une fonction. Enfin, c'est Ok. c'est un truc qui est préload quand tu lances bash.
Ça tombe bien, j'ai une vulne là-dessus. Ouais, mais pas bash en interactif, bash en. Enfin, si, justement, bash en, Bash. bash en Dis interactif. bash. Bash. Non, non. Ok, Ah donc ouais, là j'ai la version Il y a fixe, Claro on va qui dire, intéresse. du workflow précédent. Donc il récupère tous les artefacts, mais il spécifie un pass. Et donc tout sera extrait dans ce dossier-là. Du coup, je peux plus venir écrire mon script pour SH. Il n'y a pas de passe traversal ou quoi pour remonter? Pas possible. Alors du coup, faut regarder dans la lib, mais je crois que non. Il devait y en avoir sur certains, mais pas... je sais plus. Mais oui, c'est le genre de truc que tu peux checker aussi. Ok, je vois. Alors du coup, là, on a la version où ça extrait l'artefact dans un sous-dossier, donc on peut plus écrire le script. Du coup, il y a cette syntaxe. En gros, GitHub, dans le runner, il va mettre à disposition une variable d'environnement GitHub env. Et globalement, quand tu viens écrire dedans, tu mets le nom de ta valeur égale la value, et le process d'après aura la valeur. Donc si j'ai un exemple, si par exemple, je reviens sur mes actions. Du coup, là, j'ai encore le même exemple où j'ai le triggering workflow qui va faire un... Je le run et je vais voir ce qu'il y a dedans après. Tac, workflow. En gros, ce qu'il fait... Non, c'est pas le bon. Oh, non. Il va définir une variable d'environnement, donc my_var égale value, il le met dans un fichier et il upload ça dans l'artefact. Et du coup, l'autre workflow, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère ce qu'il y a dans le fichier, il le cat dans la variable GitHub env, ce qui fait que le process d'après, quand on va faire env, il y aura la valeur qui sera affichée. Que Quiz, pour env quiz, ou quiz. envbage? Envbash. Pour les deux, du coup, elle sera 7 juste avant. Attends. Donc les deux l'auront. Ok. Donc t'as mis un nom de secret ultra terrible dans le fichier qui se fait reflect derrière, qui se fait ensuite 4 dans l'env. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va avoir des attaques avec ça. Donc là, si je vais juste voir pour vérifier. Ça ferait vraiment un super quiz, tu montes. Enfin, c'est vraiment les codes snippets, est-ce que c'est vulnérable ou pas. Il y a tellement de scénarios un peu rigolos avec plusieurs steps. Marrant. Hmm. Et comme c'est du YAML, tu peux définir plusieurs runs, c'est ça? Enfin, tout à l'heure, tu disais que Ouais, ton tu peux en avoir env, plusieurs. il est 7 heures. Ok. Et en gros, là... Non, c'est lui. Non. C'est l'autre. Là, tu définis une variable d'environnement et tous les runs d'en dessous auront accès à cette variable. Ok, d'accord. Et si tu délètes, tu vas pas la delete sur le deuxième, sur le premier par exemple, et le deuxième n'a plus accès? Je pense que tu peux la... Ah, c'est une bonne question. Si tu, ça dépend comment c'est fait. En soi, si t'as mis env 2 points, ça va en tant que job GitHub, ça va le reset à chaque fois. Si tu Ouais, le lis ça d'un va être fichier mais que ça a été unset, mais que tu le reset à chaque fois, ça va dégager. Ce sera trop dépendant de la syntaxe ou de la manière dont tu le setup, je pense. Ok, je capte. Du coup, il y a les délire. variables d'environnement et normalement, il y a ma valeur qui est là, value. Du coup, on voit bien qu'elle est 7 et après, il y a mon hello world qui s'exécute hello world. Du coup, ce qu'on peut faire, reprenons du coup mon attaquant. Hop. Donc mon attaquant, il va encore une fois, l'idée ça va être de rajouter une variable d'environnement dans ce fichier. Comme ça, au lieu de set une seule variable, on va en set deux. Et comme tu disais, sur Bash, il y a des techniques pour, à partir d'une variable d'environnement, avoir de Ah oui, la parce que tu peux chain ça avec ce que tu disais avant, où tu peux la déclencher comme tu veux, avec une pull request, qui Ouais. auto-pull sur elle-même. Ah oui. Ouais. Ok. Alors, Du coup, c'est... je- Ok, d'accord. Désolé. je peux pas créer de branche. Ah, parce que c'est pas mon repo. Bon compte. Bon Ouais. browser, bon compte. Quand je fais une PR, ça me redirige à chaque fois sur le repo cible. Bon, on va le faire directement sur la PR qui est déjà existante, ça va nous gagner du temps. On va faire gagner que 10 minutes. Donc là, je viens modifier le deuxième, qui est exactement la même chose que le premier. Donc là, je change en pull request pour pouvoir trigger. Et donc là, il y a la première variable, mais on va pouvoir venir redéfinir un truc arbitraire et juste venir append dedans. Et ça va venir faire des choses. Alors, Au hasard, un petit coup de LD preload avec un artefact que tu backdoor au passage. Alors Ou il est exactement. plus simple.
Tiens, LD je t'ai mis Preload, le. LD Preload, ça fonctionne bien, j'en parle dans l'article, mais pour la démo, c'est pas le plus simple à faire. Et LD Preload, c'est la technique qui va marcher à tous les coups. En fait, la technique que j'ai présentée, elle marche que si, dans une step après, il y a un script bash qui se lance dans un environnement bash, on va dire. Si par exemple là, on n'avait pas un run, mais un use, une action du marketplace, l'attaque que j'ai montrée marche pas, mais le LD Preload fonctionne. Ouais, mais faut que tu le plottes, toi, les préloads. Enfin, Ouais, t'as mais ton vu point que- SO. Vu que tu contrôles les artefacts, tu peux le mettre dedans au passage. Le pass est Ok, oui, prévisible. mais ok. Si Oui. celui d'après prend bien en compte un artefact pour démarrer, a priori. Ouais. Donc, Après, tu taper peux dans. si ouais. t'as RCE, tu peux t'arranger pour faire un curl. Ok, après, c'est RC avec les env, quoi. Donc, Ouais. Ouais, c'est ça. Après, si Du c'est coup- dans la même VM, tu pourrais aussi te débrouiller pour aller juste happen dans un dot file. En soi, si t'appelles dans un dot file, t'as déjà. Ouais, non, je pense pas. ouais, là, ça part. Non, ça nettoie l'env. Enfin, ça nettoie le. Pas l'env, mais l'environnement d'exécution. Alors, du coup, sur bash, il y a cette variable qui s'appelle bash env. Zoom chef. Ah, oui, pardon. Ouais, j'ai envoyé le lien dans le chat Thanks. tout à l'heure. Alors, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est un gars, il y a un cheat sheet où il y a pas mal de trucs qui sont assez intéressants, justement, comment RCE avec des variables d'environnement. Du coup, sur bash, on peut définir cette variable bash env, on met ce qu'on veut exécuter dedans, et le process d'après, avant de s'exécuter, il va lancer la commande qui est dedans. Du coup, l'idée, c'est qu'on rajoute, nous, à ce fichier, du coup, notre variable bash env. On commit. Elle est bash pure bash ou bash sh ksh and C'est compagnie. une Bash. bonne question. Bash. C'est full bash, ça. Je pense Ça- que c'est full bash. Ouais. Moi, je peux tester si tu veux. Et vu que par défaut, les CI/CD Je sont passe dans une du commande bash, pour essayer. alors du coup, si on va sur le repo ultime, il y a tout qui se lance, parfait. Attends, j'ai pensé à un truc, c'est-à-dire que pour les bypass de PHP Disable Functions, il y a un libgit. Libgit, potentiellement, soit ils réimplémentent le protocole, soit ils font des execs de git quelque chose. Et du coup, avec les git SSH commandes et compagnie, on pourrait potentiellement faire du bypass de ça. Ce serait un petit peu rigolo, ça. Avec Parce PHP. que avec, ouais, excuse-moi, je suis repassé un peu loin. Sur la page des command injection que Vosek vient de faire croquer, il y a pas mal de variables d'environnement qui permettent de faire Oui. littéralement ce qu'on fait avec Bash mais avec Git. Et autant il y avait déjà des strats à base de LD preload pour pour sendmail, mais si jamais ça respecte, il y a aussi PHP qui y a pas expose des grand-chose, fonctions. Il y a du Perl, du Python, je crois. Il n'y a pas grand chose en PHP, il y a Perl, Node, Ruby. Non, mais Python PHP, et- lui, a des fonctions, suivant les libs que tu as déjà importés, qui permettent de parler à des bindings Git. Et si les livres respectent le protocole ou c'est là-dedans, Ouais. il y a moyen de faire des escapes sympas. C'est le cas le plus chiant en PHP si tu veux. Alors t'as FreeRCE pour Go, Node, Ruby, etc. Tu vois. Mais oui. On parle pas de la même chose, mais c'est pas grave. En vrai, hors topic, désolé. D'ailleurs, Node, Next. c'est marrant, c'est la seule variable que tu n'as pas le droit de redéfinir. En gros, en 2022, il y a un mec de chez P0 qui a trouvé cette vulne, qui l'a remontée, et du coup, GitHub, ils ont explicitement denied cette option. Donc, on Alors peut qu'il y faire en ça a avec. plein qui ont de l'impact. Alors qu'il y en a plein d'autres. Ok, Pour en Ok. savoir, pourquoi pas. pour du debug, pourquoi le mien marche pas alors que ça fonctionne. Bah, peut-être celle-là, Ce elle était un truc-là. petit peu trop triviale, trop easy win. Ah, mais c'est le truc de Node Serialize aussi, non? Ou rien à voir? C'est pas le truc exec quand tu désérialises Node? Ou je Je confonds sais plus, c'est le Node Option. Non, ça doit pas être ça, je dis n'importe quoi. Non, je confonds. Tu peux mettre, ouais. Alors, du coup, il est où mon workflow? Il est là. Est-ce qu'il y a mon ID qui s'est exécuté? Il s'est pas exécuté. Bash en. Ah, mais Ça. Mhm. ça va bien à peine. Je l'ai. Non, attends, si, reviens. Tu fais écho de bash env de quelque chose. Ça me choque pas. Si, non, ça aurait dû envoyer le résultat déjà, de ID. Attends, un chevron et deux. T'as voulu faire deux chevrons et un. T'as glitch. Là, t'as Quoi mis ton std out dans stdr qui n'est pas print au lieu de stdr dans std out pour que tout soit print.
2 chevrons et 1. Il a copié-collé, je crois pas. Je suis à Ouais, peu près sûr que. Bah, sinon ça. ouais, un, c'est un, ça. deux. C'est ça. Mais sinon, vraiment. Mais non, c'est pas un. Non. Quand vous voulez rediriger STDR dans STD out pour afficher tout, y compris les erreurs, c'est 2 supérieur et 1. C'est 2 redirigés dans STDR, redirigés dans STD out, pas l'inverse. Ça fonctionne ici. Oui, parce que ton shell il affiche le STDR. Dans ton shell, c'est inverse 2 et 1, ça a marché. Dans la GitHub Action, vu que t'as pas les STDR enable pour avoir les logs de debug, je suis à peu près sûr que les deux ont été inversés. Tu penses? À peu près Sinon, sûr. il y a Sinon, une on strat retrigger, avec hein. bash Juste, funk, machin. Juste change 1 et 2 retrigger. Ou juste ID comme ça. Ou alors sinon, je crois que c'était. Non, mais comme ça va fonctionner. Hein. Peut-être juste ça. Après, il y a aussi le fait qu'on ait des double quotes. Donc là, en soi, ça va déjà exécuter le contenu de ID dans. Là, c'est notre ID qui va être exec et pas le ID du remote. Mais il y a les deux. Il y a les deux bugs. Ouais. Faut qu'on inverse, sauf que là, t'as des simples, donc faut aussi Ouais. Attends. Ouais. Ouais, ok. Mais il y avait aussi l'autre bug, je maintiens. Ok, ça doit marcher. Et Etienne Simplified, il y aura peut-être un jour du suivi de build system et sécurité de supply chain. Donc si jamais t'es vraiment calé en salsa, please envoie-moi un petit DM sur Discord. Je prends. Et si ça te chauffe de venir en parler, bien sûr. Tu parles à qui? Quelqu'un dans le chat qui fait le Security Advocate pour SLSA, donc Salsa, qui fait de la supply chain, hardening, vérification et tracking de build chain. En gros, pour sécuriser la supply chain de bout en bout, autant que possible, et surtout pouvoir tracker. C'est un peu, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Il y a un deuxième acronyme pour ça. SBOM, qui fait du SBOM. En gros, permettre de dire qu'est-ce qui vient de où, pourquoi, et dans ton Docker final, même sans le décortiquer, tu sais quel lib tu as à l'intérieur, et tu peux très vite étendre, enfin, très vite te faire une idée de l'envergure des dégâts quand il y a une lib backdoorée en prod. Bref. Il est où le Discord? Chef, j'ai envoyé des Linktree partout. Sinon, le Discord, c'est juste la Lucas, hein, minuscule, pas de préfixe, pas de suffixe. Si je pue pas assez, j'ai plus rien à faire. Je passe déjà ma vie à puer sur les réseaux. Je ne ferai pas plus. Bon, ça a l'air d'être un bel effet démo. Ah si. Yeah. Ah mais non, il a exécuté avant, effectivement. Mais là, c'était le run d'avant, c'était pas celui que t'as remis en... Ouais, mais celui que j'ai remis, ça n'a pas marché, du coup, on va juste... Parce qu'il exec... Je pense qu'on peut avancer, on a compris le fait qu'on avait backdooré un fichier. Si. C'est parce que c'est ce qu'il disait, il évale au moment où tu mets un $ID. Tu veux pas l'escape ton dollar? Bah attention, juste la version... Bon, c'est pas grave, hein, prends la version de l'article si tu veux. Parce que du coup après il va essayer d'éval ce qui a déjà été éval et du coup il va cracher je pense. Ouais. Du coup là j'ai la version avec LD Preload, donc là c'est la même idée, c'est qu'on a l'artefact, on met notre point SO dedans et on vient poison le LD Preload avec le pass qui est tout à fait prévisible. Donc en gros dans la version c'était sur un projet, il vient récupérer ce truc là, version contextée, je peux montrer l'exemple là. Il prend le fichier release version.txt et il en fait une variable d'environnement. Donc normalement le fichier contient qu'une seule ligne et il le balance dans GitLab. Ce qui fait que nous on peut venir... tu peux CRLF et... Ouais c'est ça, on fait la valeur, on fait \n, donc ça va venir injecter une nouvelle variable d'environnement qui est notre LD preload avec le point .so. Et du coup le process d'après, il a le point .so qui est chargé, et là du coup on peut faire un reverse shell et on a accès au truc. Et c'était sur Docker, non c'était sur Swagger Editor. Et du coup dedans il y avait les clés pour pousser du code sur le Docker Hub. Wow, c'est monstrueux parce que si tu backdoor le Swagger sur Docker Hub, Swagger Editor, le nombre de gens qui testent t'as les API externes, internes, la manière de l'utiliser, tu peux set un proxy pour voler tout le contenu, tu peux leak les secrets et les comptes presets dedans. Je me rends pas compte à quel point les gens ils utilisent le Docker de Swagger Editor. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Le Docker de Swagger et Swagger UI beaucoup. De star. Swagger Editor.
Ah oui, non, mais si, énormément, t'as pas idée. T'as pas idée, ouais. vraiment. Ouais, juste, Alors après, du ouais. coup, la question se pose de est-ce que c'est la clé juste pour Swagger Editor ou la clé pour tout Swagger? Et ça, j'ai pas testé. Enfin, je suis pas exploit sur le vrai repo, mais. Tu sais, Swagger Editor, il y a de fortes chances qu'ils soient là en train de faire ce qu'on appelle dog-fooder, donc utiliser leur techno pour gérer et administrer leur techno. Donc si t'as pété Swagger Editor, forcément en tant que client, t'as Swagger Ouais. dedans. Donc tu rebondis 2 fois. Ouais, mais je veux dire, c'était peut-être les clés Docker Hub de tout Swagger. Ouais, oui, ça peut être la même Et là, chose. c'est les problèmes. Une C'est C'est le le LP. gros problème. problème même. En fait, ce qui est clair. terrible, c'est que ces genres de CI/CD ou les grosses CI/CD, c'est utilisé sur des gros projets. Du coup, dès que tu tapes une vulne, t'es direct avec des tokens qui sont utilisés par des millions, faire des milliers de personnes. C'est directement assez critique, quoi. Ouais, ça peut aller vite, très très vite. C'est- Du coup, il me reste 2 trucs. Et le truc des JO, si tu veux. Il y en a une qui peut être Chaud, hein. rapide. Chaud. Tant qu'on est. Est-ce que les autres sont liés aux artefacts? Non, c'est fini pour les artefacts. En ce cas, je te piquerais bien le screen share un tout petit instant pour faire un petit mot, un petit passage sur la partie artefact. Ouais. Que ce soit Vas-y. un poil lié. Alors bouge pas, je repasse en facecam. Tu peux couper ton screen share et je vais ajouter le mien. Je vais aussi prendre ça et le balancer de ce côté-là.